Couteau pour Karlouchka Storm, âgée de 22 ans. 23 coups de couteau pour sa mère, Caroline Storm. Et enfin, 33 coups de couteau pour le père, François-Xavier Storm. Ce triple meurtre a bien sûr bouleversé et choqué la Belgique entière. En effet, cette famille, apparemment sans problème, s'est fait massacrer dans le magasin familial, un magasin de tissus dans un quartier assez tranquille et populaire en Belgique, à Bruxelles, le quartier de Marolles. Voici l'histoire de la famille Storm. Nous sommes le dimanche 17 juin 2007, à Marolles, un quartier de Bruxelles, assez pittoresque et sympathique. Un couple rentre dans un magasin de tissus et d'ameublement. En effet, ce couple a commandé des tissus et vient récupérer sa commande. Il rentre dans le magasin. Déjà, c'est un peu curieux parce qu'il n'y a personne à l'intérieur. La porte est ouverte, mais personne ne se trouve pour les accueillir. Ils attendent 5 minutes derrière le comptoir. Ils appellent même avec leur portable le magasin. La sonnerie retentit et personne ne répond. Donc les clients sont un petit peu d'abord interloqués et puis on commence à être inquiet parce que c'est pas normal. Ils connaissent très bien cette famille, ils leur achètent régulièrement des tissus ou des tapis et là, au bout de 10 minutes, il y a toujours personne pour les accueillir. Alors le mari décide de passer derrière le comptoir et rentre dans le bureau. Il commence à appeler. Il y a quelqu'un? Madame Storm? Monsieur Storm? Et là, il va découvrir quelque chose d'absolument effroyable. Il découvre le corps de Madame Storm dans le bureau, baignant dans une mare de sang. Effrayé, il continue d'appeler Monsieur Storm, Monsieur Storm. Il longe le couloir, il va un petit peu plus loin, il s'enfonce dans la boutique, si vous voulez. Et là, il va découvrir encore quelque chose d'absolument épouvantable. Il découvre tout simplement le corps de Monsieur Storm et de leur jeune fille, âgée de 22 ans, baignant tous les deux dans une mare de sang, lardés de coups de couteau. Bien sûr, le couple est complètement choqué, mais ils ont la présence d'esprit d'appeler immédiatement la police qui se rend tout de suite sur les lieux du crime. La police, elle a l'habitude de voir des scènes de crime, mais là, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'elle découvre. C'est un carnage, une vraie scène de guerre. Il y a du sang partout, les corps sont massacrés, et puis cette famille, quoi, le père, la mère, la fille qui est âgée d'une vingtaine d'années, on le saura par la suite, c'est absolument épouvantable. Maintenant, la police a la lourde tâche d'aller prévenir le reste de la famille, à savoir la mère et le frère de François-Xavier Storm. Je vous laisse le soin d'imaginer la réaction de cette pauvre femme apprenant la mort de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille. Mais malgré sa sidération et sa douleur, elle va demander des nouvelles de Léopold, de son petit-fils. Et on découvre alors l'existence de Léopold, âgé de 19 ans, qui heureusement n'était pas sur les lieux du crime. Et on apprend que Léopold est parti à La Panne, c'est une station balnéaire assez prisée en Belgique. Il est parti réviser ses cours, donc il se trouve là-bas. Heureusement. Et oui, les enquêteurs vont demander à l'oncle de prévenir Léopold sans lui dire exactement de quoi il s'agit, parce qu'il faut quand même préserver ce jeune homme, mais par contre, on demande à l'oncle de dire à Léopold de rentrer le plus rapidement possible à Bruxelles. La police et l'oncle vont donc aller attendre Léopold, qui n'est au courant de rien, à la gare de Bruxelles. Donc le jeune homme, sans trop poser de questions, prend le premier train et rencontre effectivement la police et l'oncle qui l'attendent sur le quai de la gare et l'emmènent au commissariat de police. Pour l'instant, on ne lui dit rien, on le préserve, mais malheureusement, on ne peut pas retarder la nouvelle trop longtemps. Et une fois installé dans les
bureau de la police, on va lui annoncer la terrible nouvelle. Et là, c'est la catastrophe, c'est son univers qui s'écroule. Imaginez, Léopold, il vient d'apprendre que son père, sa mère et sa sœur se sont fait massacrer dans le magasin familial. Là, c'est le coup de massue sur la tête, c'est épouvantable pour lui. Son univers s'écroule. Cependant, Léopold n'est pas très, comment dire, n'est pas très expressif, ne montre pas beaucoup d'émotions, mais qu'est-ce que vous voulez, parfois les grandes douleurs sont muettes. Bon, les larmes viennent peut-être plus tard. Pour l'instant, il est sidéré. Pendant qu'on discute avec Léopold, la police elle va constater que Léopold est légèrement blessé à la main. Mais sans plus. Bon, vous savez, les enquêteurs, ils sont quand même très perspicaces, rien ne leur échappe, aucun détail, ils remarquent tout. Normal, c'est leur métier. Donc voilà, ils repèrent que Léopold est blessé à la main et ils mettent ça dans un petit coin de leur cerveau. Voilà, c'est tout. Constatation est faite. On n'en parle plus. En tout cas, pour l'instant, ils vont quand même lui demander comment il s'est fait cette blessure. Et Léopold va dire que c'est un accident de vélo. Voilà. Je vous le signale parce que ça aura son importance plus tard. Alors, qui sont les Storm? Qui est cette famille? Eh bien, c'est une famille, on va dire que c'est la famille parfaite. Tout le monde s'entend merveilleusement bien. C'est un couple de commerçants, de travailleurs. Monsieur et Madame Storm sont des gens assez aisés. Ils sont respectables, ils ont une très bonne réputation, ils sont honnêtes, bref, il n'y a aucun problème apparent. On constate chez eux qu'il y a énormément de photos de famille où ils ont l'air très heureux. Les enfants sont très bien élevés. Monsieur et Madame Storm vivent dans un quartier assez chic de la capitale. On va dire qu'ils sont également propriétaires. Ils sont propriétaires de leur magasin de tissus et de tapis. Ils ont un appartement également à La Panne. Donc, comme je vous le disais, c'est une station balnéaire assez cossue, assez chic. Bref, c'est une famille bourgeoise, sans problème. Tout le monde s'aime. En tout cas, en apparence, bien sûr. En fait, ce crime ne correspond pas du tout à cette famille. Mais comment a-t-on pu tuer 3 membres de la même famille de cette façon? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les signaux d'alarme sont allumés dans le cerveau des policiers. Il y a quelque chose qui cloche entre l'horreur du crime et cette famille totalement et parfaitement respectable. Alors, le fils est bien sûr interrogé comme témoin. Voilà, on fait une enquête, vous savez, en escargot. On interroge d'abord les proches de la famille, les très proches, puis on va crescendo, on va s'éloigner. Donc, au début, Léopold est interrogé comme simple témoin. On va demander, mais est-ce qu'il a une idée de qui a pu commettre un tel acte? Et là, il va émettre une piste, il va mettre un petit peu la police sur une voie. Léopold va dire dans un premier temps peut-être que c'est des gens jaloux, peut-être qu'on a essayé de dérober de l'argent des voleurs qui sont rentrés par effraction dans le magasin. Non, c'est pas ça, parce que rien n'a été dérobé. La caisse, on n'y a pas touché, on a retrouvé des bijoux, on a retrouvé rien de tout ça n'a été volé. Donc, on exclut immédiatement la piste du cambriolage. Léopold va émettre une deuxième piste, un peu bizarre. Il va dire que son père aurait été victime d'une arnaque, qu'il aurait acheté une machine pour blanchir l'argent. Alors je ne sais pas très bien ce que c'est, à un gang africain, et que voilà, le gang aurait essayé de faire chanter le père en disant que s'il payait pas, il dirait à tout le monde Monsieur Storm est un voleur, un arnaqueur, qui blanchit de l'argent. Bon, c'est quelque chose de bizarre, de louche. La police fait rapidement une enquête et ça encore, ça tombe à l'eau. Ça va pas. C'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. Donc, on n'en parle pas. Alors, on va commencer à poser des questions un petit peu plus pertinentes à Léopold et on va lui demander où est-ce qu'il se trouvait le jour du crime, à savoir le samedi. Je vous rappelle que les corps ont été découverts le dimanche 17 juin et le légiste a déclaré que les meurtres avaient eu lieu la veille, à savoir
le samedi. Donc, dans un premier temps, Léopold va dire qu'il se trouvait donc à La Panne. Voilà, que son père l'avait envoyé réviser ses cours dans l'appartement familial là-bas. Eh oui, alors ça va commencer à clocher parce que, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la police va tout de suite analyser la téléphonie de Léopold. Et là, on se rend compte, non, il n'était pas à La Panne, mais il était à Bruxelles. Et oui, il était à Bruxelles vers 17 heures. Curieusement, c'est à ce moment-là que la famille s'est fait tuer. Donc il était dans les parages. Premier mensonge de Léopold. Et ce mensonge, malheureusement, est loin d'être le dernier. Et on constate aussi qu'il a appelé sa sœur à 17h10. Et après, il l'a plus jamais appelée. Donc, l'analyse non seulement a constaté qu'il était à Bruxelles à 17 heures et qu'il est reparti à La Panne vers 19 heures. Et pour enfoncer le clou, en plus, on le voit à la gare de Bruxelles grâce aux caméras de vidéosurveillance le samedi vers 17 heures. Donc là, il peut absolument pas nier. Et d'ailleurs, il va pas nier. Et il va donner sa première version. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit à la police? Et pourquoi il est venu et reparti? Pourquoi il n'a pas signalé les crimes? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de témoin, il commence un petit peu à passer à suspect. Du coup, la police va lui demander de dire la vérité. Elle l'interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Et voilà ce que Léopold va dire. Donc il raconte, oui, ok, j'étais à Bruxelles, voilà, j'ai perdu mes papiers, j'avais plus d'argent, donc du coup, je suis allée dans le magasin parler à mon père. Et c'est là qu'il a vu les agresseurs. Alors au début, c'est un peu confus parce qu'il va dire qu'il voit 2 agresseurs, 3 agresseurs, et puis 4 agresseurs, qu'ils avaient des cagoules, qu'ils étaient tous en noir, et qu'il a assisté en fait au crime. Parce qu'il est rentré par l'arrière-boutique. Il n'est pas rentré par l'entrée principale. Il est rentré par derrière, dans la remise, on va dire. Et là, il a vu que sa sœur se faisait poignarder dans le dos. Il a vu que son père se faisait massacrer. Il a tout vu. Et à un moment donné, il a dû faire du bruit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et les agresseurs l'ont vu. Et ils lui ont donné un violent coup à la tête. Léopold s'est évanoui et a repris connaissance quelques heures plus tard. Donc il va dire à la police, oui j'étais là, j'ai tout vu, mais moi j'ai rien fait. Quand j'ai repris connaissance, j'ai découvert l'horreur de la scène, j'ai juste pris le couteau dans le corps de ma sœur, c'est d'ailleurs là où je me suis coupée, et puis j'ai paniqué, je suis retournée à la mer, je suis retournée au bord de mer, à La Panne, et j'ai pas appelé la police, parce que les agresseurs lui ont dit que s'ils parlaient, s'ils donnaient leur description, eh bien, ils allaient s'en prendre à sa grand-mère, à son oncle, et puis surtout à sa petite copine. Voilà. Donc, il a eu très peur et il s'est enfui, en fait. Il est rentré très, très vite à La Panne. Alors, la police va lui demander, mais puisque vous avez été témoin du meurtre, comment se fait-il, à votre avis, que les agresseurs vous aient laissé en vie? Parce qu'ils viennent de tuer 3 personnes, c'est facile pour eux de tuer une 4e personne. Et là, Léopold a une réponse toute prête. Il dit à la police, parce que les agresseurs voulaient que je passe pour le coupable. Voilà, moi je suis un coupable idéal. Les agresseurs voulaient que je sois soupçonné du meurtre. Et c'est ce qui se passe, vous me soupçonnez. Pour les enquêteurs belges, c'est pas sérieux tout ça. Alors là, de témoin, il est passé à suspect, mais il passe à suspect numéro 1, là. C'est vraiment, c'est du lourd. C'est pas possible ce qu'il raconte. C'est n'importe quoi. La police, elle a fait analyser la scène de crime et elle a constaté qu'elle avait été nettoyée. Alors, qui a nettoyé la scène de crime? On demande à Léopold. Et Léopold va répondre, oui, c'est moi, j'ai nettoyé la scène de crime. J'ai été pris de panique. J'ai essayé d'effacer mes traces parce que je suis allée voir ma sœur. Je lui ai enlevé le couteau. Donc, forcément, j'ai eu des traces sur moi de ma famille. Et j'ai eu peur, j'ai fui. Alors, à la gare, j'ai pris le train pour La Panne. Et donc, quand il arrive à destination, il va acheter tous ses vêtements, le téléphone, le couteau, dans des différents sacs poubelles et il va aller se faire soigner sa main.
et il va passer une nuit dans l'appartement familial. Enfin, c'est ce que va raconter Léopold. Voilà, c'est ce qu'il donne en tout cas comme explication. Ah, ce Léopold, il a réponse à tout. Mais les enquêteurs, voilà, ça les satisfait pas encore. Il y a quelque chose qui cloche. Ils savent pas quoi. Tout ce que raconte Léopold, c'est plausible, mais il y a quelque chose qui cloche. Et puis, bon, dans ce qu'il va raconter Léopold, lorsqu'il va parler des agresseurs, on va découvrir 2 traces d'ADN inconnues. Donc, ça corrobore les faits de Léopold. Effectivement, il y a peut-être eu des étrangers qui sont venus. Effectivement, il y a peut-être eu des malfaiteurs. C'est peut-être pas lui qui a tué ses parents. Voilà, donc c'est une enquête très difficile et qui va demander beaucoup d'énergie. Du coup, on va faire une enquête de personnalité de Léopold, mais vraiment bien approfondie. On va tout chercher. Et ce qu'ils vont découvrir, ça va pas être en faveur de Léopold. Vous allez voir. Alors Léopold, il a 19 ans, il est étudiant, il est décrit par ses amis comme très doux, très gentil, il est bien élevé, il est apprécié par beaucoup de monde, on dit beaucoup de bien de lui, il adore sa famille, il s'entend parfaitement bien avec eux, il n'y a aucun conflit, il adore sa mère, on découvre des petits mots d'amour, enfin, des petits mots très gentils qu'il envoie à sa mère, des poèmes, des post-it partout où il dit je vous aime, famille, je vous aime. Il n'y a aucun problème, il s'entend parfaitement bien avec ses parents, il adore sa sœur, il a une relation fusionnelle avec sa sœur. Donc ça colle pas non plus. Et rien ne colle dans ce crime. C'est le fils parfait. Mais voilà, il y a quand même des zones d'ombre qui apparaissent et c'est ça qui va intéresser les enquêteurs. Ils vont apprendre qu'il y a quelques années, lorsqu'il avait 15 ans, il fréquentait une école qui s'appelait la Ténécato à Bruxelles. Il y a eu un incendie dans le laboratoire de chimie. On a découvert les empreintes de Léopold. Mais plus grave encore, c'est qu'il avait ouvert le gaz. Vraiment, il voulait faire sauter le labo de chimie. Ce qui aurait pu être dramatique, c'est que le gardien et sa famille logeaient à côté. Heureusement, l'incendie a pu être maîtrisé, le laboratoire n'a pas explosé, mais enfin quand même, ça montre un petit peu la face sombre de Léopold. Et il avait 15 ans à l'époque. Maintenant, il a 19 ans, il est étudiant et on s'aperçoit que c'est pas un étudiant très sérieux. Il sèche beaucoup les cours ne l'intéressent pas. Il a d'ailleurs raté sa première année, mais par contre, on découvre que Léopold est à la tête d'un petit trafic de stupéfiants, hache, drogue dure, champignons hallucinogènes, enfin de substances illégales. Alors, non seulement il les revend, c'est un dealer, mais surtout, il en consomme. Et oui, il consomme pas mal de drogue dure. Et ses parents sont très inquiets de son avenir. Voilà, il le compare toujours à sa sœur, qui est parfaite, et le père est furieux, en fait, de Léopold. Voilà, c'est ce qu'on apprend au fil de l'enquête. Il est très inquiet sur l'avenir de son fils, déjà pour sa santé, et puis Léopold prend un mauvais tournant. Voilà, il est à la tête d'un réseau avec Amsterdam. Il se montre violent, c'est-à-dire il a cogné plusieurs fois des personnes qui ne lui réglaient pas sa dette de drogue. Donc il peut se montrer sous un autre jour, il peut se montrer complètement violent. En fait, c'est pas du tout un ange comme il le montre, comme on le suppose, comme tout le monde le croit. Il a vraiment un côté sombre et dangereux. Sa copine va même dire qu'il a toujours des couteaux sur lui, qu'il est très bagarreur, donc c'est sa petite amie, hein, et qu'il a même découpé des animaux vivants, des souris, des rats, enfin, bon, vous voyez quoi. La tête d'ange, plutôt double face cette tête d'ange, hein, il est très sombre. La police se dit, s'il est capable d'avoir fichu le feu au laboratoire à 15 ans, eh bien il est tout à fait capable d'avoir tué ses parents. Et c'est ce que va essayer de démontrer la police. La police va essayer par tous les moyens de le faire avouer. Mais Léopold nie catégoriquement avoir un lien quelconque avec l'assassinat de ses parents. Comme je vous l'expliquais, il donne plein de versions différentes.
La police n'arrive pas à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans ces versions, tout est incohérent. La police va analyser minutieusement, centimètre carré par centimètre carré, la scène de crime et elle va découvrir beaucoup d'éléments qui vont inculper Léopold. Déjà, la police scientifique, elle va découvrir des toutes petites gouttelettes qui mènent à la sortie. Et ces petites gouttelettes, ça fait penser à quelqu'un qui est blessé. Rappelez-vous, Léopold a une blessure à la main. Il dit qu'il se l'est faite en retirant le couteau du corps de sa sœur. Donc déjà, c'est un premier indice. Un deuxième indice, on va retrouver des gouttelettes de sang de la mère et de la sœur dans la charnière des lunettes de Léopold. Voilà comment le sang de sa mère et de sa sœur aurait atterri sur les lunettes de Léopold. Bon, on va découvrir également du sang de Léopold sur la montre de son père. Voilà comment, encore une fois, le sang de Léopold a atterri sur la montre du père. Ensuite, il y a des traces de semelles appartenant à Léopold qui ont été trouvées sur le ventre de sa sœur et également dans la pièce où les crimes ont eu lieu. Donc ça, il faut qu'il explique ça. Mais il va l'expliquer parce qu'il a réponse à tout. Une perquisition est aussitôt demandée et on va aller fouiller l'appartement à Panne. Et les enquêteurs vont également retrouver des chaussettes appartenant à Léopold avec une goutte de sang appartenant à son père. Donc pour les enquêteurs, ça ne fait plus aucun doute, c'est le suspect numéro 1. On découvre également, toujours grâce à l'analyse du téléphone, qu'il a appelé son père le dimanche alors qu'il savait qu'il était mort et il lui laisse un message pour savoir si tout va bien. C'est glaçant. Rappelez-vous, il dit qu'il a reçu un coup violent à la tête par les agresseurs. Or, après l'avoir examiné, on découvre rien du tout. Il n'a aucune bosse, aucun hématome, aucune fracture. Rien. Donc, vraisemblablement, il a inventé cette agression. Rappelez-vous la marque de semelle qui appartient à Léopold. Lui, il va dire, elle n'est pas à moi, cette chaussure. J'ai pas cette marque-là. Or, c'est pas vrai. Sa copine va contredire. Il a cette paire de baskets. Donc, il est tout de suite inculpé et mis en prison. Et comme il ne peut pas assister à l'enterrement de ses parents, il va écrire une lettre très émouvante, très touchante, qui va être lue devant un grand public. Alors, est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un démon? À vous de vous faire votre opinion. Mais quel serait le mobile? Eh bien voilà, en fait, on découvre que la relation n'est pas au beau fixe, comme on a pu le laisser entendre, surtout avec son père. Il y a beaucoup de tensions au sujet de la drogue. Et le père a lancé un ultimatum à son fils. Il lui a dit, si tu ne réussis pas ton examen cette fois-ci, je te coupe les vivres. Voilà. Donc Léopold, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comment il va faire? Il n'est pas du tout assidu, il deal, donc il va encore rater ses examens. Et puis il y a autre chose. Sa petite copine, dont il est très amoureux, va partir au Canada avec le programme Erasmus. Et il veut la suivre. Il est amoureux, il veut être avec son ami. Mais là encore, son père va refuser qu'il parte au Canada. Non, tu passes d'abord tes examens et après, on verra. Donc, Léopold a une colère contre son père. D'autant plus qu'il est toujours comparé à sa sœur, Karlouchka, qui est la fille parfaite. Donc, il a une haine un petit peu contre sa sœur. D'autant plus que Karlouchka a dénoncé son frère aux parents. C'est-à-dire qu'elle était au courant du trafic de cannabis et elle a été le dire. Donc là, Léopold est furieux. Il est très en colère contre Karlouchka. Je vous rappelle qu'elle a reçu 44 coups de couteau. Et puis encore quelque chose qui est contre Léopold. C'est qu'il va dire que Karlouchka a été poignardée dans le dos, qu'il l'a vu. Or, c'est pas vrai. Elle a été poignardée que devant. Elle a été poignardée dans le ventre.
Elle a été poignardée au thorax. Elle n'a pas reçu de coup de couteau dans le dos. Donc là encore, il dit n'importe quoi. Avec tous ces éléments à charge, il est condamné, il est mis en prison et son procès va s'ouvrir en octobre 2010. Alors, ça va être un procès long, difficile, très tendu, très émouvant, parce que j'en ai pas parlé, c'est la grand-mère et l'oncle de Léopold qui sont à 1000% avec lui. Ils le croient complètement innocent. Ils veulent pas croire en sa culpabilité. Mais ça, je pense que c'est un mécanisme humain, c'est un mécanisme de protection. C'est tellement horrible ce qu'il a fait que la grand-mère et l'oncle ne peuvent pas ne peuvent pas croire que c'est lui qui a massacré cette famille de cette façon. Je vous rappelle que le père a reçu 33 coups de couteau, la mère 24 et la sœur 44. Ils ont été vraiment massacrés. Le cerveau, je pense que c'est un mécanisme de défense. Il se protège. Et tout au long du procès, ils vont soutenir le petit-fils et le neveu. Mais je vous rappelle que tout l'accuse. Il a nettoyé la scène de crime. On a découvert ses empreintes sur les lieux du crime, sur le corps de sa sœur. Il y a les traces donc de son ADN sur les corps. Il y a des traces de sang sur ses lunettes, sur ses chaussettes. Il a reformaté son ordinateur. Il a jeté l'arme. Et puis, il a appelé ses parents alors qu'il savait qu'ils étaient morts. Ça, c'est quand même... c'est glaçant comme idée. Alors au procès, il a l'air d'un ange. Il fait premier de classe, il est tout propre sur lui, bien coiffé, il a une petite raie de côté, des petites lunettes. Bref, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, et puis il clame toujours son innocence. Il montre pas d'affect, il est impassible, il est froid, et il a aucune émotion. Il a un visage fermé, et il n'y a que sa grand-mère à qui il va faire des petits sourires de temps en temps. Comme je vous le disais, il y a une partie de la famille qui va soutenir Léopold, sa grand-mère, son oncle et sa tante. Ils sont tous persuadés de son innocence. Mais bon, comme dit le président du tribunal, on se barricade. Ce qu'on veut pas voir, on va pas le voir en fait. C'est un mécanisme humain. Bon, voilà. Il est soutenu à mort par sa mamie, qui est absolument géniale, sa grand-mère. Mais bon, ça va pas suffire. Il va quand même être condamné. La présidente, elle va pas se laisser berner par sa tête de premier de classe. Il y a trop de preuves contre lui. Le fait qu'il ait appelé son père alors qu'il savait qu'il était mort, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est vraiment super choquant. Et ce message, il va être diffusé au procès. Alors là, ça va... l'ambulance, elle est cassée. Hein. C'est vraiment... waouh, tout le monde est horrifié par... c'est machiavélique, en fait. C'est machiavélique. Alors, on va lui demander, mais pourquoi vous avez appelé votre père? Alors, il va répondre que c'était un alibi, en fait. Voilà, c'était pour pas qu'on sache que j'étais sur place. Je savais peut-être que j'allais être accusée, donc du coup, je me suis forgé un alibi. Voilà, bon, c'est ce qu'il va répondre, quoi. Mais bon, il va avoir bien évidemment du mal à justifier cet appel. Alors les preuves, elles sont contre lui parce qu'il n'y a aucune preuve des tueurs. On n'a jamais rien retrouvé. Un expert va expliquer qu'un tel acharnement, ça évoque plutôt une vengeance personnelle plutôt qu'un crime crapuleux. Voilà, c'est quelque chose, voilà, on en veut à quelqu'un, c'est personnel. Il montre aucun affect, mais alors rien, il est totalement impassible devant les photos qu'on diffuse au procès. On montre son père, sa mère, sa sœur, lardés de coups de couteau, une scène de guerre, du sang partout sur les tapis, rien, rien, il réagit pas. Bon, vous me direz, les grandes douleurs sont muettes. C'est pas parce qu'on réagit pas qu'on est forcément coupable, c'est vrai. Mais enfin, quand même, il s'agit voilà, il s'agit de sa famille. Il est seul au monde maintenant, à part sa grand-mère et son oncle. Alors la justice a tranché, le verdict tombe, il est condamné à 26 ans de prison. Mais
Voilà, la justice belge, elle est vraiment clémente. Parce que au bout de 7 ans, il va être libéré. Libéré sous conditionnel, mais il va pas porter de bracelet. On estime qu'il n'est pas un danger pour la société. Il est libéré à condition qu'il ne boive pas, qu'il ait un appartement et qu'il poursuive ses études. Alors il va aller loger chez sa grand-mère. On va le voir en train de boire, il y a quelqu'un qui va le filmer dans une boîte de nuit ou dans un bar, il va être complètement saoul. Les images vont atterrir devant les yeux du juge. Il va à nouveau retourner en prison pour quelques mois, 2, 3 mois, et il va être à nouveau libéré. Voilà, maintenant Léopold a 39 ans, je crois, et il est libre comme l'air. Voilà, à vous de vous faire votre propre opinion. Alors ça, c'est une hypothèse qui n'engage que moi, bien sûr, mais est-ce qu'il n'aurait pas pris des substances? Voilà, une substance nocive, je sais pas, une drogue dure. Alors je m'y connais pas beaucoup en drogue dure, mais je sais pas si de l'ecstasy ou des champignons hallucinogènes auraient pu provoquer, voilà, il aurait pu tuer sa famille sans s'en rendre compte. Ça aurait décuplé sa force. Voilà, parce que quand même, 100 coups de couteau, waouh, vous imaginez, vous, poignarder comme ça dans un corps, mais donner presque 100 coups de couteau, mais il faut une force inimaginable, il faut une rage. Donc peut-être que sous substance illicite, on est capable de faire ça. Et puis après, on se rappelle plus. On se rappelle plus de ce qu'on a fait. Ouais, bon, ça n'engage que moi, parce que je me rappelle avoir lu un article il y a quelque temps sur un gars, je crois à Los Angeles, il avait pris ce qu'on appelle des sels de bain et il était devenu fou furieux, c'est-à-dire que il était devenu complètement enragé et il avait sauté sur quelqu'un à Los Angeles et il lui avait arraché le nez. Donc bon, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est dans un état normal, enfin en tout cas je l'espère, mais c'est quelque chose qu'on fait quand on est voilà, quand on est sous emprise. Donc ça n'a pas été évoqué lors du procès. Donc bon, peut-être qu'on a fait des analyses et qu'on n'a rien découvert, on n'a découvert aucune trace de substance illicite dans le sang de Léopold. Ça n'engage que moi. Mais j'aimerais bien que vous me donniez votre opinion, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, parce que c'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Et ah oui, et il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de préciser. Léopold, il dit qu'il y avait du monde dans la boutique, voilà, les agresseurs. Et effectivement, on a trouvé des traces de sang ADN inconnues. On a trouvé 2 traces de sang ADN. Mais les expertises ont déclaré que ce sang pouvait être très ancien. Voilà, donc ça ne prouve pas non plus qu'il y a eu des agresseurs chez lui. Donc en fait, sa défense, elle est tombée à l'eau. Voilà, je voulais le préciser parce que c'est quand même important. Voilà, écoutez, je vous remercie et n'oubliez pas de commenter et de me laisser votre opinion. Merci, au revoir.